Hier soir, j'ai rédigé pour le roi un compte-rendu qui m'a tenu éveillé jusqu'au milieu de la nuit. Force est de reconnaître que mon désir de voir la guerre se terminer ne cesse de grandir. Les images de ceux qui me sont chers remplissent mon âme avec une clarté qui rend la séparation d'autant plus douloureuse. Le métier de soldat ne peut tuer l'époux et le père qui sommeillent en chaque homme, même après tout ce temps que Dieu a bien voulu nous accorder. Paul Bronsart von Schellendorf, journal de campagne secret. À l'été 1870, des centaines de milliers de soldats français et allemands partent pour une guerre qui va bouleverser la géographie politique de l'Europe. Un conflit qui va semer les germes d'un profond antagonisme entre les deux pays et compromettre pour longtemps la perspective d'un avenir fraternel formulé par Victor Hugo dès 1842. Il y a entre les deux peuples connexion intime. Ils sortent des mêmes sources. Ils sont frères dans le passé, frères dans le présent, frères dans l'avenir. Berlin, 3 juillet 1870. La capitale de la Prusse se prépare pour un grand défilé commémoratif. Pour la 4e année consécutive, on célèbre en grande pompe la victoire de Sadowa. Lors de la guerre de 1866, c'est cette bataille qui a permis aux Prussiens et à leurs alliés de vaincre l'alliance autrichienne, comprenant des États allemands. Depuis, le royaume ne cesse de prendre de l'assurance. À l'été 1870, quelques années avant de lui ériger une statue, il rêve déjà de la mère patrie Germania, qui unirait tous ses enfants sous une seule et même couronne. L'unité allemande doit être menée à bien au plus vite. Il me semble que nous aurons ainsi conquis de haute lutte une paix longue et durable. Journal de campagne du lieutenant-colonel Paul Bronsart von Schellendorf. À 38 ans, l'officier Paul Bronsart von Schellendorf a déjà combattu pendant la guerre austro-prussienne de 1866. En juillet 1870, il décide de commencer un journal secret qui ne sera publié que 85 ans plus tard. Royaume de Bavière, seconde moitié du XIXe siècle. Quelques Allemands prennent la pause. Le territoire compris entre les Alpes et la mer Baltique compte pas moins de 22 principautés et 3 cités-États. En 1870, contrairement à de nombreux peuples, les Allemands n'ont toujours pas réussi à créer un État unifié. Mais un homme tente d'y remédier depuis près de 10 ans, le ministre-président prussien Otto von Bismarck. Son but est de réunir tous ces territoires sous l'égide de la Prusse, dirigée à l'époque par le roi Guillaume Ier. Pour y parvenir, il compte mener une guerre d'union contre les ennemis extérieurs. Il faut dire qu'en matière de conflit, que ce soit d'un point de vue politique, économique ou militaire, les Prussiens sont des experts. Selon la tradition prussienne, le roi était le seigneur de guerre suprême. Et les princes, c'est-à-dire ses frères ou ses fils, dirigeaient les principales armées sous son commandement. Mais au XIXe siècle, cette tradition commence à changer. On voit s'imposer de façon de plus en plus systématique des officiers qui ont gravi les échelons et qui s'avèrent beaucoup plus qualifiés que le petit cercle familial du roi. Paul Bronsart von Schellendorf est issu d'une longue lignée d'officiers prussiens.
Son père est un vétéran de l'armée bardé de décorations. Bronsart von Schellendorf reçoit une éducation militaire dès son plus jeune âge, d'abord dans une école de cadets, puis suivra plus tard une formation d'officier à la prestigieuse Académie de guerre de Prusse. À l'époque, on disait « La Prusse n'est pas un État qui possède une armée, c'est une armée qui possède un État ». Dans la société prussienne, les militaires jouissaient d'une très haute reconnaissance. Par exemple, quand on croisait un officier dans la rue, on se devait de le saluer et de lui céder le passage. Le 3 juillet 1870, tandis que Berlin célèbre la victoire de 1866, une nouvelle fait sensation dans les rangs du défilé. Guillaume Ier la qualifie même de bombe espagnole. Le prince Léopold de Hohenzollern, son cousin éloigné, devrait devenir le nouveau roi d'Espagne. Au château de Berlin, on sait que la France ne manquera pas de réagir si elle se sent prise en étau entre deux puissances allemandes. Et c'est exactement ce qui arrive. Les Français sont furieux. Pendant ce temps, Otto von Bismarck tâte le terrain chez les militaires prussiens. Non sans orgueil, il constate que l'armée est prête. J'ai eu vent de l'imbroglio entre la France et la Prusse lors d'un déplacement en manœuvre avec l'Académie militaire. La candidature du prince de Hohenzollern au trône d'Espagne allait-elle déclencher la guerre? Les avis étaient partagés, mais nous étions unanimes sur un point. Si la guerre éclatait, ce serait uniquement la volonté de la France. À la suite des menaces de guerre proférées par la France, le roi Guillaume Ier, à la tête de la famille Hohenzollern, intervient pour que le prince Léopold renonce au trône espagnol. Nous pensions que la France se contenterait de cette petite victoire politique. Mais dès le lendemain, nous avons découvert le télégramme avec la scandaleuse doléance du ministère français des Affaires étrangères. Afin d'humilier la Prusse, le ministre français des Affaires étrangères, avec l'appui de son gouvernement, exige que le roi garantisse par écrit qu'il ne présentera plus jamais d'autres candidatures pour le trône d'Espagne, et même qu'il présente des excuses pour ce qui s'est passé. Mais Guillaume Ier ne s'excuse pas. Depuis la station thermale de Bad Ems, où il passe l'été, il rédige une dépêche qui revient longuement sur cette requête de la France. Il envoie la dépêche à Bismarck, qui lui s'empresse d'en rédiger une version plus condensée. Le texte, revu et corrigé par le ministre-président, laisse à penser que les agissements de la France sont jugés inacceptables d'un point de vue diplomatique. Ils auraient offensé le roi de Prusse, qui ferait ainsi savoir publiquement que la France ne respecte plus les règles du jeu international. Le stratagème de Bismarck fonctionne. À Paris, le télégramme du roi est perçu comme une provocation. Soutenu avec enthousiasme par la presse, le gouvernement mobilise aussitôt l'armée. En quelques jours seulement, l'incident diplomatique s'est transformé en motif de conflit. Le 19 juillet 1870, la France déclare la guerre à la Prusse. C'est exactement ce qu'espérait Bismarck. Désormais, la Prusse peut faire jouer son pacte de défense mutuelle avec les Allemands du Sud. Bien entendu, la dépêche d'Ems est un moyen de rallier derrière la Prusse les autres États allemands, c'est-à-dire ceux du Sud, car ceux-ci étaient tenus par différents traités de protection de prêter assistance à la Prusse uniquement en cas d'attaque. J'ai reçu l'ordre de mobilisation le soir et après un voyage de nuit, je me suis présenté à Berlin le lendemain matin. Je pensais recevoir une affectation dans un régiment en première ligne de cette guerre imminente. Mais on m'a proposé un poste au Grand État-major général. Le Grand État-major constitue le cerveau et le moteur de l'armée prussienne. C'est lui qui organise
dirige et coordonne les opérations de chaque unité de soldats. Pour ses membres, la guerre n'est rien d'autre qu'une science moderne. Une science qui jongle sans état d'âme avec des vies humaines et utilise toutes les possibilités technologiques de l'époque dans un seul but, gagner la guerre. Les officiers du Grand État-major ont de solides aptitudes à commander et à organiser. Ils sont présents dans chaque armée et constituent en outre de précieux conseillers pour les commandants en chef. Et surtout, grâce à leur formation, ils savent comment pense le chef du Grand État-major. Cela permet d'assurer une certaine homogénéité dans le fonctionnement et dans le commandement des armées. Bronsart von Schellendorf doit prendre le commandement des affaires opérationnelles, la section la plus importante du Grand État-major. C'est elle qui est chargée de la logistique, du transport des troupes et de l'approvisionnement en soldats, en armes et en nourriture. À la tête de ce grand état-major se trouve le général Helmut von Moltke. Helmut von Moltke est déjà une figure importante de l'histoire militaire de la Prusse et même de l'Europe au XIXe siècle. C'est quelqu'un qui est doué pour tout organiser de façon précise et convaincante. Il essaie toujours, dans la mesure du possible, d'anticiper tous les aspects de la guerre. Difficile de ne pas apprécier le général von Moltke à la tête du Grand État-major, ainsi que les autres officiers. Nous nous connaissions, nous nous comprenions, et ensemble nous pouvions agir de façon utile. En revanche, le cortège de courtisans aux mines larmoyantes qui gravitait autour du roi, la cohorte de gens superflus qui ne nous quittaient pas d'une semelle, ne pouvait susciter que répugnance chez les soldats. Bronsart von Schellendorf accompagne le roi Guillaume Ier et le ministre-président Otto von Bismarck lors de leur voyage en train jusqu'à la frontière française où sont déployées les armées allemandes. Depuis 1867, la Prusse a augmenté de moitié les effectifs de son armée en annexant 4 États allemands et en incorporant les forces armées de 20 États de la Confédération de l'Allemagne du Nord. En outre, un pacte d'assistance mutuelle oblige les États d'Allemagne du Sud à soumettre leurs armées au roi de Prusse en cas d'attaque. En l'espace de 10 jours, le grand état-major prussien parvient à déployer pas moins de 400 000 hommes à la frontière française, répartis en 3 armées. De son côté, la France mobilise moins de soldats et éprouve quelques difficultés à les déployer. Au début du conflit, seuls 220 000 hommes défendent sa frontière. Contre toute attente, ce sont les Allemands qui passent à l'offensive. Ils enchaînent les victoires à Wissembourg, Wörth-Fröschwiller et Spicheren, avant d'arriver aux portes de la ville fortifiée de Metz. Le 18 août, après 2 jours de combats acharnés, une bataille décisive est livrée. À 6 heures du matin, perchés sur une hauteur, nous avons pu voir l'avancée de nos colonnes de soldats sur l'ennemi. Vers midi, le roi Guillaume Ier a envoyé un messager à cheval pour ordonner à l'artillerie de passer à l'attaque. La bataille qui se déroule au cours des heures suivantes est la plus importante et la plus sanglante de tout le conflit. 185 000 Français et 215 000 Allemands s'affrontent sur un champ de bataille d'environ 12 km de long. Les soldats vont même jusqu'à se tuer à coups de pierre dans de violents corps à corps. La guerre franco-prussienne marque vraiment un tournant. On peut dire qu'il s'agit à bien des égards d'une guerre moderne. Sauf au tout début. Elle démarre de façon plutôt traditionnelle. Au début de la guerre, les Prussiens et leurs alliés attaquent comme on l'a toujours fait jusque-là, en fonçant dans le tas, parfois même en chantant. Mais l'expérience montre qu'avec cette méthode, le nombre de victimes est trop important. Alors, ils décident de s'y prendre autrement.
les armées allemandes adoptent une nouvelle tactique qui mise plutôt sur la puissance de feu et la précision de leurs pièces d'artillerie. La plupart sortent des usines Krupp, qui fabriquent les armes les plus perfectionnées de l'époque. Leurs canons en acier tirent à la fois plus vite et plus loin que les canons en bronze des Français. L'utilisation de l'artillerie de façon importante, c'est quelque chose qui est caractéristique du long 19e siècle. Eh bien, on voit très bien que la part de l'artillerie, que ce soit sur les navires, que ce soit les canons Krupp et autres, eh bien, se multiplie. On est tué à distance sans même voir l'ennemi, sans même savoir exactement où se situe l'ennemi. Les canons allemands se chargent par la culasse, une nouveauté qui permet d'accélérer considérablement le temps de rechargement. Avec une cadence qui peut monter jusqu'à 10 tirs par minute, ils sont d'une efficacité totalement inédite pour l'époque. Ce nouvel arsenal prussien prend beaucoup de soldats français au dépourvu. Ceux-ci sont littéralement décimés par les armes très modernes des Allemands. Dans certains témoignages, par exemple, les Français disent qu'ils trouvent ce nouveau potentiel militaire presque déloyal, parce qu'ils ne peuvent pas voir l'ennemi. D'après eux, les Prussiens ne respectent pas vraiment les règles. Peu avant la tombée de la nuit, l'artillerie française a commencé à riposter violemment. Leurs obus ont atteint le groupe d'officiers à proximité du roi. Certains ont même été blessés. Face à ces tirs nourris, les charrettes de munitions ont dû battre en retraite, aussitôt suivies de soldats livrés à eux-mêmes et d'un régiment de cavalerie tout entier. Puis l'entourage du roi a fermé la marche. Autant dire que l'heure n'était pas aux réjouissances. Pour se sortir de cette situation fâcheuse, la puissance de tir ne suffit plus. N'écoutant que son honneur d'officier, Bronsart von Schellendorf descend de son observatoire et rejoint aussitôt le champ de bataille. Là, il parvient à prendre la tête d'un régiment prussien en déroute et à mener une nouvelle attaque. J'ai ouvert la voie à cheval afin de pouvoir assister au succès de l'assaut. Roulement de tambour, sonnerie de clairon et en avant. L'épaisse fumée des explosifs s'estompait, mais l'obscurité naissante empêchait toute vue d'ensemble. Seul l'éclat des coups de feu permettait de distinguer la progression de nos lignes. Les Allemands espèrent arracher la victoire en prenant le village de Saint-Privat, situé sur les hauteurs de Metz. Mais les Français retranchés derrière leurs remparts et leurs meurtrières font pleuvoir sur leurs agresseurs un véritable déluge de balles. Au bout de 10 heures de combat, qui ont fait plus de 32 000 morts et blessés, les Français évacuent le champ de bataille. Plus tard dans la nuit, Bronsart von Schellendorf vient informer le roi Guillaume Ier sur l'issue des combats. Le roi se tenait près d'un feu de bivouac au milieu des chevaux morts. Je lui ai annoncé « La bataille est gagnée, l'ennemi a été repoussé jusqu'à Metz. » Malgré les lourdes pertes subies, nous avions vaincu sur tous les fronts. Tous ensemble, Allemands du Nord et du Sud, Prussiens et Bavarois, remportent les 4 batailles du mois d'août en Alsace et en Lorraine. Ces victoires partagées suscitent un sentiment de cohésion. Pour un simple soldat, quitter son pays et franchir une frontière pour aller affronter un ennemi dans un autre pays, c'est une expérience qui ne fait que renforcer cette impression d'appartenir à une nation. Et aussi le fait de rencontrer au sein de l'armée tous ces citoyens d'autres pays allemands. C'est tout cela qui donne l'impulsion de l'unité nationale. Pendant ce temps, au pays, aussi bien en Bavière qu'en Prusse, en Saxe ou en Hesse, les succès militaires déclenchent une véritable euphorie. La plupart des Allemands s'en réjouissent comme si c'était l'œuvre collective de tout un peuple. Du côté allemand, c'est le catalyseur qui accélère le mouvement d'unité nationale.
À Munich, après les premières victoires, on ordonne à tous les habitants d'illuminer leurs habitations en signe de célébration. Et gare à ceux qui ne jouent pas le jeu. Ils se font instantanément briser leurs vitres. Après des décennies de désaccords et de dissensions, l'Allemagne ressent à présent la fierté du succès collectif. Les victoires de ses soldats dans les 3 batailles de Metz se sont payées au prix de très lourdes pertes. Mais elles donnent aussi un énorme avantage stratégique au grand état-major prussien. Car 180 000 soldats de l'armée française sont désormais encerclés aux abords de Metz. Journal de campagne secret, 19 août 1870. J'ai suggéré au général von Moltke d'exhorter l'armée française cernée à Metz à capituler. Mais il a refusé. Selon lui, on ne doit jamais soumettre une telle proposition à une armée courageuse. Metz n'est pas un cas isolé. À partir de la mi-août 1870, les Allemands assiègent d'autres villes fortifiées dans l'est de la France, à commencer par Strasbourg et ses 85 000 habitants. Pour les Allemands, il est essentiel de conquérir ces lieux stratégiques afin de sécuriser les voies de transport encore contrôlées par les Français et d'y installer des entrepôts de ravitaillement. Pendant ce temps, en Champagne, les Français ont rassemblé une armée de 100 000 hommes, vite rejoints par Napoléon III en personne. L'objectif du grand état-major prussien est de les anéantir en une seule bataille décisive. 2 de ces armées repoussent vers le nord ces nouvelles troupes de campagne de l'empereur français. Et le 1er septembre, un combat déterminant éclate près de la frontière belge, la bataille de Sedan. Paul Bronsart von Schellendorf suit les opérations depuis les hauteurs de la ville, en compagnie du roi de Prusse. À nos pieds s'étendait la ville fortifiée de Sedan, protégée par de puissantes troupes ennemies. À 4 heures de l'après-midi, nos 300 pièces d'artillerie, déployées dans un rayon d'environ 3 km autour de la ville, ont commencé à bombarder. Avec beaucoup d'héroïsme, la cavalerie française a tenté de percer notre siège en différents endroits. Une charge de cavalerie, c'est quelque chose de très impressionnant. Il faut arriver à imaginer des centaines de chevaux qui chargent et des hommes sabre clair. Or là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la charge se fait devant, en fait, un groupe d'artillerie. Et ce groupe d'artillerie, eh bien, va hacher menu les cuirassiers qui chargent en tuant les chevaux, les hommes, et tout ça dans un brouhaha indescriptible. Pour les Français, Sedan est un désastre. La bataille permet aux Prussiens non seulement de resserrer leur encerclement grâce à des manœuvres tactiques très habiles, mais aussi d'installer de l'artillerie sur les hauteurs de la ville. Coincés dans ce pot de chambre, pour reprendre l'expression d'un général français, les assiégés n'ont plus aucun moyen d'échapper aux tirs. L'après-midi du 1er septembre 1870, Paul Bronsart von Schellendorf se retrouve sous les projecteurs de l'actualité mondiale l'espace de 2 petites heures. À présent que la défaite des Français semble inévitable, le roi Guillaume Ier envoie le lieutenant-colonel dans la ville en feu afin de négocier. Son rôle est de pousser l'armée française à la capitulation. Bronsart von Schellendorf décrit le moment où il est amené devant Napoléon III. L'empereur s'est levé péniblement en s'aidant d'une canne. Je me suis approché de lui et j'ai dit « Sire, j'ai l'honneur d'être envoyé par Sa Majesté le roi de Prusse. » L'empereur m'a aussitôt interrompu. « Sa Majesté est-elle présente ?»« Oui, Majesté. » Ainsi que toute son armée. L'empereur m'a alors remis une enveloppe cachetée. Puis le général Rey s'est présenté à moi. C'est lui qui était chargé de remettre la lettre de l'empereur en main propre à Sa Majesté le roi. Paul Bronsart von Schellendorf et le général Rey se rendent à cheval auprès du roi Guillaume Ier. À environ 30 pas, le général Rey a ôté son couvre-chef et s'est avancé vers le roi dans une posture parfaite afin de lui remettre la lettre de l'empereur. Celle-ci contenait les mots suivants. « Monsieur mon frère,
N'ayant pas pu mourir au milieu de mes troupes, il ne me reste qu'à remettre mon épée entre les mains de votre majesté. Je suis de votre majesté le bon frère, Napoléon. Les deux monarques ont beau avoir envoyé des milliers de leurs sujets à la mort, l'heure est maintenant aux courbettes. Ce qui n'empêche pas l'empereur français d'être fait prisonnier par le roi prussien. Le matin, j'ai appris avec surprise que l'empereur Napoléon avait quitté Sedan à la première heure et se trouvait à présent dans une ferme près du village de Donchéry. Le comte de Bismarck l'y avait déjà rejoint. Nous avons retrouvé l'empereur assis devant la maison indiquée, en train de fumer une cigarette avec quelques généraux. Il souhaitait solliciter la clémence du roi pour son armée. Mais les demandes de Napoléon III restent lettres mortes. L'empereur français est emprisonné conjointement avec 75 000 de ses soldats qui se sont battus à Sedan. Garder un monarque en captivité, c'est d'une importance symbolique énorme. Pour les Allemands, Sedan devient un véritable emblème. C'est à partir de ce moment-là que la population se sent définitivement unie et soudée. Cette grande victoire représente à la fois la concrétisation de ses ambitions et la preuve que l'unification de l'Empire ne pourra se faire que main dans la main. Comme la plupart des Allemands, le grand état-major prussien pense que la capitulation de l'empereur français signe la fin de la guerre et le premier pas vers un accord de paix. Grave erreur. Les chefs de division du grand état-major ont été invités à un banquet royal. Le souverain a levé son verre en l'honneur de l'armée et nous a tous remerciés individuellement pour notre aide loyale et fidèle. Au même moment, nous avons appris que Paris mettait en place un nouveau parlement. Le 4 septembre, 3 jours après la bataille de Sedan, et malgré l'absence du principal intéressé, l'empereur Napoléon III est destitué. Désormais, la France est dirigée par un gouvernement républicain. Celui-ci est disposé à signer la paix. Mais cette fois, ce sont les conditions définies par les États allemands qui empêchent de trouver un accord. À ce moment-là, les Prussiens fixent des exigences que les Français ne peuvent en aucun cas accepter et qui ne peuvent que relancer la guerre, à savoir l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine. En effet, il est prévu que la région de l'Alsace, frontalière de l'Allemagne, ainsi que plusieurs parties de la Lorraine autour de Metz, soient occupées, puis annexées par le futur empire allemand. C'est une décision prise collectivement par Otto von Bismarck, les militaires et le roi Guillaume Ier, sur la foi d'arguments historiques et stratégiques. De fait, l'Alsace a partagé son histoire avec celle de l'Allemagne pendant plus de 800 ans. La Prusse souhaitait rentrer sur ces territoires-là et s'emparer de ces territoires-là, à cause de ces racines germaniques de la langue. Les soldats allemands peuvent se faire comprendre par les Alsaciens, tout simplement parce qu'en Alsace, la langue alsacienne est très proche de l'allemand et qu'il y a ces phrasés qui sont extrêmement proches. Donc la communication est plutôt facilitée. Qu'importe si en Lorraine, les habitants de la région de Metz parlent plutôt des dialectes français. Pour les Allemands, ce qui compte avant tout dans cette annexion, c'est de sécuriser la frontière du Rhin. Bien sûr, Bismarck et Moltke sont totalement en phase sur ces questions et sur tout ce qui relève de la stratégie militaire en général. Comme les Vosges forment une sorte de bastion naturel, leur idée consiste à repousser la frontière allemande jusqu'au massif des Vosges, afin de disposer d'un rempart contre les Français. Ce sont des réflexions qu'ils se font en toute discrétion. Mais les avancées sur l'Alsace et la Lorraine provoquent un véritable engouement national. Et il se trouve que cet engouement se conjugue à merveille avec leur stratégie militaire. 8 septembre 1870. Le nouveau ministre français des Affaires étrangères, Jules Favre, a adressé à tous les diplomates un message dans lequel il rappelle que le roi de Prusse mène une guerre contre l'empereur et non pas contre le peuple français.
de sorte que plus rien ne s'oppose à la signature d'un accord de paix. À condition cependant, fixée par le ministre, qu'aucune région française ne soit annexée. Ah, la merveilleuse ville de Strasbourg et Metz, où sont tombés tant de nos hommes. Je pense que nous devons garder l'Alsace et la Lorraine. À mon avis, s'il n'y avait pas eu ces exigences, la guerre aurait peut-être connu une toute autre issue. Mais maintenant que c'est dans la balance, il est hors de question pour les Allemands d'y renoncer. Ça donne lieu à des discussions sans fin, où le ministre français des Affaires étrangères explique que c'est inacceptable, que ça ne passera jamais dans son pays. Les négociations de paix sont dans l'impasse. Et pendant ce temps, la guerre continue. Afin de vaincre la France une bonne fois pour toutes, les armées allemandes appliquent le plan de Bronsart von Schellendorf, marcher sur Paris. D'après le grand état-major, si la capitale tombe, toute la France devra rendre les armes. Journal de campagne. Nous avons fait halte à Reims. Au début, nos fantassins n'ont trouvé nulle part où se loger, dans une ville qui compte pourtant 60 000 habitants. Quelle que soit la ville ou le village traversé, les soldats s'installent toujours chez l'habitant. Un simple foyer individuel doit parfois accueillir jusqu'à 30 hommes. Je suis tombé sur un document aux archives de Tannay, un village de 500 habitants dans les Ardennes. Un témoin y raconte que la cavalerie allemande est arrivée et a exigé le gîte et le couvert. Le lendemain, 3000 prisonniers français ont débarqué, qui devaient également être nourris et logés. Puis 6000 Allemands qu'il fallait encore nourrir et loger. Ça a continué comme ça pendant des semaines et des semaines. Du jour au lendemain, ce petit village a été envahi de soldats qui réclamaient à manger et aussi de la nourriture pour leurs chevaux, et même parfois des chaussettes. En raison des attaques françaises et des voies de transport coupées, le ravitaillement en provenance d'Allemagne se retrouve sans cesse immobilisé. Pour ne pas mourir de faim, les soldats allemands sont obligés de trouver à manger sur le territoire occupé. La nourriture est alors prise chez les habitants, parfois moyennant paiement, mais la plupart du temps simplement réquisitionnée. Ces réquisitions-là ne sont pas discutables, il faut absolument répondre au plus vite, sans quoi on peut avoir des pénalités, ou on peut se retrouver avec des hommes éventuellement faits prisonniers le temps de la réquisition, ou alors jusqu'à ce que tout soit remis correctement. Journal de campagne. Pour compenser l'irrégularité des ravitaillements, les soldats multiplient les réquisitions. L'un des récépissés pour la saisie de 25 bouteilles de vin était signé par un certain Réquisi Meyer. Dans les campements, les soldats préparent eux-mêmes leurs repas. Préparer se limite souvent à faire bouillir, car la plupart des hommes ne savent pas cuisiner. Pendant toute la campagne, ils doivent se contenter d'un ragoût grossier dans lequel ils jettent toute la nourriture qu'ils peuvent trouver. Contrairement aux simples soldats, les officiers sont souvent logés très confortablement, de préférence chez de grands bourgeois ou des châtelains. En particulier le grand état-major prussien, à la suite du roi Guillaume Ier. Je réside dans une très belle demeure que ses habitants ont totalement abandonnée. Le plus frappant, c'est que les maisons comptent en moyenne plus de chambres que chez nous. Celles-ci sont souvent meublées avec le plus grand luxe et les lits sont d'excellente qualité. On y trouve également des confitures exquises et des mets succulents. Le quartier général a été installé dans un château extrêmement confortable. Bismarck m'a dit que s'il avait eu 10 ans de moins, il aurait bu avec moi une bonne bouteille de champagne frais. En effet, nous avons reçu un télégramme nous annonçant la capitulation de Strasbourg. Le 28 septembre 1870, après un siège de 44 jours, Strasbourg tombe aux mains des Allemands. Pendant 31 jours, la ville a été bombardée par plus de 6000 projectiles par jour. Les victimes civiles se comptent par centaines.
Le bombardement a causé de terribles destructions dans Strasbourg. Et tout cela, on le sait, sans être couronné de succès. Car la ville fortifiée n'est pas tombée plus vite pour autant. Elle a tenu bon jusqu'à ce que nous ayons réussi à ouvrir une brèche dans le mur d'enceinte. Le bombardement s'est donc avéré parfaitement vain. Nous avons gaspillé beaucoup de précieuses munitions et détruit une ville que nous souhaitons pourtant garder et qu'il va falloir reconstruire. Et nous avons semé les germes de la haine dans les cœurs d'une population innocente qui a perdu inutilement ses proches. Le 5 octobre, Bronsart von Schellendorf et le grand état-major arrivent aux portes de Paris. La ville choisie pour installer le nouveau quartier général n'est autre que Versailles, le symbole même de la magnificence. Et c'est au château du Roi Soleil que se réunissent les éminents responsables qui vont mettre fin à la guerre et donner naissance à un empire allemand uni. À 13h30, les célèbres jets d'eau ont été mis en route en l'honneur du roi Guillaume. De nombreux badauds se sont approchés, curieux d'apercevoir le souverain. Celui-ci était d'humeur exceptionnellement enjouée et se déplaçait d'un jet à l'autre, tel un jouvenceau. L'armée allemande massée aux portes de Paris ne compte pas plus de 130 000 hommes. Ce n'est pas assez pour prendre la ville d'assaut. Le grand état-major décide alors d'affamer les Parisiens pour les forcer à capituler. Les politiciens qui entourent Bismarck imaginent déjà la campagne de propagande qu'ils pourront mener dans les États allemands si la capitale française dépose les armes. Paris était alors l'incarnation même de la modernité. C'est pourquoi, d'une part, les Allemands ont été très surpris qu'une ville de 2 millions d'habitants, c'est-à-dire extrêmement peuplée pour l'époque, soit aussi facile à assiéger. Et d'autre part, ça a contribué à renforcer les clichés des Allemands sur l'ennemi français. Pour eux, Paris se montrait conforme à l'image, entre guillemets, dégénérée des Français. Un peuple qui avait embrassé une culture très moderne, voire trop moderne, pour ne pas dire parfois immorale. Donc Paris symbolisait la modernité, et le fait que la ville se retrouve assiégée, ça a été un événement vraiment extraordinaire pour les gens de l'époque. Le soir, nous avons appris des nouvelles tout à fait intéressantes grâce aux 25 000 lettres interceptées dans une montgolfière censée les acheminer hors de la capitale. Les Parisiens confiaient ne pas pouvoir tenir plus de 2 mois avec leurs provisions. Nous savions par ailleurs que le nouveau ministre français de la guerre avait publié une déclaration enflammée dans laquelle il engageait le pays à se battre de toutes ses forces pour hâter la libération de Paris. Paul Bronsart von Schellendorf et le grand état-major se trouvent toujours à Versailles, au sud-ouest de la capitale encerclée. Partout, que ce soit à Paris ou dans les autres villes assiégées, l'armée française est retranchée dans ses fortifications et totalement impuissante. Le nouveau gouvernement français mobilise alors toute la nation. À la surprise du grand état-major prussien, il parvient même à constituer en un temps record de nouvelles armées destinées à libérer Paris de l'extérieur. La plus puissante d'entre elles se forme sur les bords de la Loire. À la fin du mois d'octobre, elle compte déjà 200 000 hommes opérationnels. En outre, pendant l'automne et l'hiver, de nouvelles armées massives se constituent au nord et à l'est. Tout comme la plupart des commandants prussiens, Moltke est plutôt surpris de voir à quelle vitesse ces nouvelles armées sortent de terre et avec quelle efficacité les forces se mobilisent. À vrai dire, on pensait que la France n'avait plus de ressources, ou en tout cas, qu'elle ne pourrait pas les rassembler aussi rapidement. Les citoyens français se transforment à présent en soldats, au point que la Prusse et ses alliés doivent envoyer de plus en plus de réservistes sur les champs de bataille en France. Au cours de l'hiver, les deux camps arment pas moins d'1 million d'hommes chacun. Au début, il s'agit simplement d'un conflit entre États ou entre souverains. Ça commence comme ça. Mais ce qui fait très peur à beaucoup de gens, y compris à Bismarck et à Moltke, c'est qu'ensuite la situation dégénère et que les civils se retrouvent impliqués. Dès lors, il n'y a plus moyen d'arrêter la guerre.
Les méthodes utilisées sont d'une extrême violence. Dans les lettres de Bronsart von Schellendorf, on trouve sans cesse des descriptions d'exécutions, en particulier de pendaisons, mais aussi de prises d'otages et de destruction ciblée de villages. La guerre change de visage. Après avoir reçu l'ordre de bombarder un village occupé par l'ennemi, un officier d'artillerie bavarois a demandé « Dois-je le détruire un peu joliment ou le raser complètement ?» Le prince héritier de Prusse a ri aux larmes et déclaré ne pas s'être autant amusé depuis fort longtemps. Les soldats allemands se sont beaucoup plaints que les paysans, mais aussi les femmes, les vieillards et les enfants s'ingéraient dans la guerre en leur tendant des embuscades. En fait, ce sont souvent des légendes, de simples récits nés de l'imagination des soldats ou bien de leur peur. Aujourd'hui, on ne sait plus du tout lesquels de ces faits ont réellement eu lieu. Pour l'exemple, l'un de nos pelotons d'exécution a laissé sur une clôture le corps d'un civil fusillé pour avoir abattu des soldats prussiens blessés. Journal de campagne, 28 octobre, Versailles. Aux petites heures du matin, nous avons reçu un rapport extrêmement détaillé de l'armée qui tenait le siège de Metz. La capitulation a été signée peu après minuit. 173 000 soldats ont été faits prisonniers de guerre, ainsi que 3 maréchaux et 6 000 officiers. Un succès sans précédent. À Metz, les 230 000 soldats allemands lèvent le siège. D'après la stratégie de Bronsart von Schellendorf, ils doivent désormais aller combattre les nouvelles armées françaises et renforcer l'encerclement de Paris. Pendant ce temps, au quartier général de Versailles, les avis divergent sur la façon de mettre un terme à cette guerre. Le grand état-major veut continuer à affamer Paris, tandis que Bismarck exige le bombardement de la ville. Le roi Guillaume Ier opte pour le plan de Bismarck. 16 novembre, Versailles. C'est une grande erreur de s'être lancé dans le siège d'une ville de plus d'1 million d'habitants. Le bombardement commence d'ailleurs sous de mauvais auspices. Nous manquons de véhicules pour acheminer les munitions et celles-ci n'arrivent qu'au compte-gouttes. Autour de Paris, les assaillants prennent position. C'est dans les faubourgs au nord de la ville qu'ils trouvent de quoi se nourrir, s'habiller et se chauffer. Car les pénuries frappent indistinctement les combattants des deux camps. Pour les soldats, cette deuxième phase de la guerre a été très frustrante. Il faisait froid, ils n'avaient pas les bons vêtements, ils ne mangeaient pas à leur faim. Donc très vite, ils ont manifesté une forte envie de faire la paix. 23 novembre 1870. Les rapports avec la garnison parisienne sont de plus en plus pacifiques. Sur certains fronts isolés, comme celui du régiment de Magdebourg à Saint-Denis, aucun coup de feu n'est tiré. Ailleurs, les Français échangent des journaux parisiens contre du pain et des conserves. Au Nouvel An 1871, les Allemands voient enfin arriver leur artillerie lourde. Dès le 5 janvier, ils commencent à bombarder Paris. Les autres pays sont naturellement indignés par ce bombardement. Pour eux, c'est absolument impossible d'imaginer que la capitale de la France, qui se considère elle-même comme le centre du monde civilisé, puisse être ainsi réduite en cendres. Ça n'est pas concevable. En tout cas, pour beaucoup, ça ne fait que confirmer cette image de propagande très répandue du Prussien brutal et cruel, qui se montre sans pitié quand il s'agit de défendre ses intérêts. Dans les prochains jours, 70 pièces d'artillerie feront feu au nord de Paris, à Saint-Denis. Puis très vite, tout autour de la ville. Le 18 janvier 1871, au château de Versailles, 4 mois après la proclamation de la République française, l'Allemagne devient officiellement un empire. Grâce au soutien de la grande majorité des Allemands et à d'habiles manœuvres politiques, Otto von Bismarck a réussi à former un État-nation uni. Quant au roi de Prusse, Guillaume Ier, il porte désormais le titre d'empereur allemand. Si l'on compare les deux camps,
On peut dire que 1870 constitue pour les Français une révolution d'en bas, et pour les Prussiens et l'Empire, une révolution d'en haut. Bismarck est d'ores et déjà qualifié de révolutionnaire blanc, dans la mesure où c'est lui qui tient les rênes et qui dirige entièrement les opérations. Après 132 jours de siège et 33 jours de bombardement, Paris décide de rendre les armes. Les Allemands ont repoussé les attaques ennemies sur tous les fronts et les Français n'ont plus envie de se battre. Le 29 janvier, ils signent l'armistice. « 4 février 1871. La traversée à cheval du faubourg parisien de Saint-Cloud nous a dévoilé un sinistre spectacle. Des maisons en ruine et leurs habitants qui en émergeaient petit à petit. Ceux-ci sont venus nous demander si toutes ces destructions étaient vraiment nécessaires. Les Allemands renoncent à occuper toute la ville. Le 1er mars 1871, 30 000 soldats bavarois et prussiens pénètrent dans Paris, surtout pour le symbole. Journal de campagne. Le défilé des troupes désignées pour entrer dans Paris a eu lieu à 11 heures précises. Quel moment exaltant de voir le roi et empereur passer en revue les troupes qui criaient victoire. J'ai descendu les Champs-Élysées à cheval jusqu'à la place de la Concorde, puis suivi la Seine jusqu'au Trocadéro. Le quartier mis à notre disposition était d'une beauté imposante. Un certain nombre de jeunes Parisiens ont tenté de manifester en sifflant et en criant. Quelques-uns au comportement inconvenant ont dû être violemment repoussés à cheval. Place de la Concorde, j'ai moi-même été contraint de traverser la foule, d'où l'on m'a jeté une pierre. La France avait été vaincue par un seul État, en l'occurrence la Prusse, que les Français trouvaient relativement insignifiante. Ça a donc été un choc de voir la France battue de façon aussi désastreuse par un État unique. Bon, il y avait aussi le Wurtemberg, la Saxe, la Bavière et d'autres, mais c'était surtout la Prusse. Et cette défaite a eu un énorme impact psychologique sur la France pendant plusieurs générations. Conformément aux conditions de paix qu'il a lui-même fixées, l'Empire allemand reçoit une indemnité de guerre de la République française à hauteur de 5 milliards de marks, soit environ 1000 milliards d'euros actuels. En outre, la France est obligée de céder aux Allemands l'Alsace et le nord de la Lorraine, la Moselle. Le fait est que l'annexion de l'Alsace-Lorraine est une hypothèque très lourde, qui va peser pendant des années sur les relations franco-allemandes. C'est un élément qui exacerbe la haine et l'hostilité entre les deux pays, et ce, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Les Allemands, mais aussi les Français eux-mêmes, estiment qu'en cas de nouveau conflit européen, la France sera forcément leur ennemi. Et pour moi, c'est ça, la conséquence la plus dangereuse de cette guerre. À Cologne, Dresde, Francfort, Munich, dans toutes les grandes villes de l'Empire allemand, on acclame les soldats qui rentrent au pays. Le 16 juin 1871, c'est au tour de Berlin d'organiser un grand défilé pour célébrer la victoire. Berlin s'est paré de ses plus beaux atours. 500 000 visiteurs étrangers se sont déplacés pour l'occasion. L'entrée des troupes a été accueillie par un temps radieux, confirmant une fois de plus la chance légendaire de l'empereur avec les défilés. Après la guerre franco-prussienne, la capitale allemande se développe énormément. Les indemnités de guerre payées par la France sont un des nombreux facteurs qui permettent à Berlin de connaître un tel essor.
Entre la fondation de l'Empire et la Première Guerre mondiale, le nombre d'habitants passe de 1 à 4 millions. La ville devient une métropole industrielle. Et surtout, cette période marque la naissance de l'architecture wilhelmienne, avec ses représentations monumentales, qui clament haut et fort que Berlin est désormais une ville d'envergure internationale. Taillée dans la pierre et coulée dans le bronze, la colonne de la Victoire est l'incarnation de ce triomphe. Elle est inaugurée en 1873, 3 ans après la bataille de Sedan. Mais la paix qui suit cette victoire sera de courte durée. 40 ans plus tard, l'illusion de supériorité, le désir de vengeance et l'appétit de pouvoir vont provoquer un embrasement mondial. Après la guerre, Paul Bronsart von Schellendorf poursuit sa carrière militaire. Pendant 6 ans, il occupe le poste de ministre prussien de la guerre. Il meurt à 59 ans des suites d'une chute de cheval. Au cours de la Première Guerre mondiale, Fritz, un de ses fils, sera l'un des principaux responsables du génocide arménien.